Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, honorables invités, je me plie à, évidemment, votre décision, votre veto, et je me plie à la tâche avec beaucoup de plaisir pour essayer de modérer, d'organiser un peu les débats après l'exposition, après l'exposé qui va être fait par un éminent représentant du patronat sénégalais, M. Ousmane Sindiaye, qui est le secrétaire exécutif de l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal, UNACOIS. Merci d'être venu et je pense que nous devons remercier le président et les membres du Parlement de la CEDEAO qui ont bien voulu porter leur choix sur nos modestes personnes. Et je voudrais, sans perdre plus de temps, donner la parole à M. Ndiaye pour qu'il fasse son exposé, pour qu'on puisse avoir le maximum de temps pour les débats et les questions qui vont suivre. M. Ndiaye, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur. Bonsoir, messieurs. Je m'appelle Ousmane Sindiaye, je suis le directeur exécutif de l'UNACOIS. L'UNACOIS est l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal. Nous sommes une organisation donc, de commerçants, d'importateurs, de distributeurs, mais également d'entrepreneurs dans le domaine industriel. C'est une organisation qui comptera bientôt 30 ans d'expérience. Et naturellement, nous sommes très concernés, ou nous nous sentons très concernés par la problématique à la fois de l'APE et de la migration. Je dois également signaler que j'ai une petite expérience en matière de développement communautaire. Parce qu'à côté de mon frère et ami, monsieur le commissaire, nous avons été pendant 10 ans membres de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA et accompagné et animé le cadre de dialogue régional entre les autorités régionales et le secteur privé régional sur les différents processus et de consolidation, de construction du marché commun et processus de préparation et de négociation de l'APE. C'est dire donc que c'est une question qui nous interpelle et pour laquelle nous sommes depuis lors très mobilisés. Je voudrais enfin remercier le Parlement pour l'honneur qui m'a été fait de m'associer à ce forum et aussi me réjouir d'avoir cette opportunité de pouvoir retrouver d'éminentes personnalités politiques de notre pays et de la région réunies dans cette salle. La question qui m'est posée est une question qui me paraît complexe et difficile à la fois. C'est pourquoi je ne prétends pas y répondre. Mais je voudrais donc partager quelques propos, quelques réflexions qui certainement nous permettront d'identifier ensemble des pistes et des recommandations que les autorités régionales et nationales pourront investir, approfondir en vue d'en tirer le meilleur profit possible. La question est de savoir comment pouvons-nous arriver à une situation gagnant-gagnant dans le cadre de la mise en œuvre d'un APE face à la problématique de la migration. Donc c'est une question éminemment complexe. C'est pourquoi je voudrais d'abord vous proposer d'évacuer les considérations d'ordre général liées au sujet. Ces considérations générales sont liées d'abord au rappel historique de l'APE. L'APE qui a vu le jour dans les années 2000 et qui, pour résumer un peu son avènement, donc pour résumer son avènement, je signale donc que les règles de l'OMC ont mis fin au régime des préférences commerciales non réciproques offertes par l'Union européenne aux pays d'Afrique, Caraïbes et du Pacifique qu'on appelle communément les pays ACP. Comme la plupart des pays ACP
étaient des membres de l'OMC. Avec l'avènement de l'OMC, il était donc indiqué que ces pays d'Afrique, du Caraïbe et du Pacifique procèdent à une sorte de mise en conformité de leurs relations avec les nouvelles règles promues par l'accord de l'Organisation mondiale du commerce. Donc il est important de partager cette première perception de l'APE qui apparaît donc comme une nécessité de reconfigurer les relations commerciales et économiques entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest pour les conformer davantage aux exigences de l'OMC. Les négociations d'un APE donc, ont eu comme objectif initial la conclusion d'un accord commercial global, au plus tard le 31 décembre 2007. L'APE a été donc signé le 12 décembre 2004 et de ce fait, il a été signé par presque tous les États ouest-africains en 2014, excepté le Nigeria, la Gambie et la Mauritanie. Face à l'APE, la migration est apparue, qui est une des questions préoccupantes qui jalonnent ce 21e siècle. C'est un phénomène probablement aussi ancien que l'humanité, mais c'est une question qui traverse tous les sujets. La problématique de la migration ne pose pas que des problèmes d'ordre économique. Les problèmes qu'il pose sont à la fois politiques, stratégiques, économiques et bien sûr des problèmes d'ordre social. C'est pourquoi ces causes sont considérées en général comme des causes multiformes et multidimensionnelles. Donc il est important dans son analyse de tenir compte de cette configuration. Avant d'aller plus loin, j'aimerais m'assurer que nous avons la même compréhension des concepts que nous évoquons. Le concept de l'APE est celui de la migration. Je le disais tout à l'heure que l'APE est apparu à la fin des politiques de préférence commerciale accordées par l'Union européenne à la plupart des pays d'Afrique, de Caraïbes et du Pacifique. Son exigence était de procéder à une mise en conformité des relations commerciales entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest. En ce moment-là, il est important qu'on s'accorde sur le contenu de l'APE. Qu'est-ce que c'est? Les relations internationales étant marquées par l'existence de plusieurs types d'accords internationaux, des accords d'ordre économique, commercial et financier, il apparaît donc indispensable de différencier l'APE des autres types d'accords. L'APE est avant tout un instrument juridique qui est censé réglementer les relations économiques et commerciales entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne. De ce point de vue, il comprend plusieurs dispositions. Un accord sur le commerce des marchandises, la facilitation douanière et commerciale, les obstacles techniques au commerce, les mesures sanitaires et phytosanitaires, l'agriculture, la pêche, etc. et j'en passe. L'accord contient également des engagements en matière d'intégration régionale sur lesquels nous reviendrons durant notre analyse et les États de l'Afrique de l'Ouest se sont engagés à s'appliquer réciproquement le traitement préférentiel accordé à l'Union européenne dans le cadre de leur accord. En ce moment-là, puisqu'on a donné un profil et un contenu à l'APE, il est bon, je pense qu'on s'accorde sur le contenu qu'on pourrait donner à la migration. La migration désigne le déplacement d'une personne ou d'un groupe de personnes, soit entre pays, soit dans un pays entre deux lieux situés sur son territoire. La notion donc de migration englobe tous les types de mouvements de population impliquant un changement de lieu de résidence habituel, quelle que soit leur cause, leur composition, leur durée, incluant ainsi notamment les mouvements des travailleurs, des réfugiés, des personnes déplacées ou déracinées. Les statistiques officielles font état de 185 à 192 millions de nombre de migrants internationaux relevés dans le monde. Et ce nombre, nous dit-on, croît de 2% chaque année. En dehors de ces considérations d'ordre général qui fixent un peu les limites des concepts APE et migration, je voudrais évoquer rapidement la relation qu'on pourrait établir entre l'APE et la migration. Est-ce des relations d'influence mutuelle, à savoir est-ce que l'APE est une solution ou un facteur aggravant de la migration?
Les APE ont déchaîné beaucoup de passion en Afrique de l'Ouest, comme nous le savons, et ont posé un certain nombre d'interrogations, notamment en ce qui concerne la migration, le développement économique. Il s'agira ici de montrer la nature des APE dont il s'agit, leurs impacts économiques et leurs incidences sur la migration. L'accord de partenariat économique est avant tout un accord asymétrique. Ça veut dire que c'est un accord de libre-échange réciproque. Il vise à établir un accord entre les différents pays africains et l'Union européenne, en conformité avec les règles de l'OMC, comme je le disais au début de mon propos. Mais force est de constater que cette ouverture va se passer entre deux entités aux poids économiques différents, aux poids financiers différents et aux capacités réellement différentes. Donc ce sont deux poids qui sont complètement inégaux. Deuxièmement, l'Union européenne est la première puissance économique mondiale, avec un produit intérieur brut estimé à 18 000 milliards 412 dollars en 2014, soit 23,4% du PIB mondial. L'UE occupe également le premier rang mondial L'UE occupe également le premier rang au niveau du commerce mondial, contrôlant plus de 16% des flux commerciaux mondiaux comparé à moins de 11% pour les États-Unis. Enfin, l'Union européenne est la première puissance agricole mondiale. C'est cette première puissance agricole mondiale qui veut établir une relation économique et commerciale avec l'Afrique de l'Ouest sur la base des règles de l'OMC. À côté, le PIB de la CEDEAO est estimé à 674 milliards dollars en 2014, la plaçant au 20e rang mondial. Quant au commerce, la part de toute l'Afrique réunie se situe aux alentours de 3%, donc moins d'un cinquième de la part de l'Union européenne. L'agriculture dans la plupart des pays africains est dans une situation que nous connaissons tous. C'est dire donc que l'ouverture du marché de la CEDEAO aux produits de l'Union européenne va forcément exposer les entreprises, les emplois, la stabilité économique et probablement l'avenir de bien de nos États. Les APE, quels pourraient être leurs impacts sur l'économie de la région ou l'économie des pays de la région? D'abord sur le plan agricole. Avec l'avènement de l'APE, on va vers l'augmentation des importations européennes. C'est très clair et on le vit déjà. Certains de nos pays, le Sénégal dans certains domaines, la Côte d'Ivoire dans un autre, sont à un niveau relativement satisfaisant de production industrielle. Si je prends la filière ciment, nos différents pays sont à un niveau de croissance assez encourageant. C'est également dans le domaine de la filière huile, où un pays comme la Côte d'Ivoire a quasiment réalisé l'autosuffisance. L'ouverture de nos frontières exposerait naturellement les industries ivoiriennes, on ne le dira jamais assez, et d'autres industries de la région à une importation massive qui risque naturellement de les mettre à genoux. J'évoque ces deux filières pour simplement démontrer en quoi les APE pourraient avoir un impact extrêmement dangereux sur le plan agricole. Pour mesurer l'impact au niveau du secteur agricole, il convient donc de relever que 65 à 70% de la population africaine tire ses revenus d'activités liées à l'agriculture, dont la contribution au PIB du continent est estimée à 35% en moyenne. Les exportations des produits agricoles constituent les principales sources de devises pour la plupart de nos pays. Dès lors, la mise en œuvre des APE va inonder les marchés de la CEDEAO, comme je le disais tout à l'heure, et exposer la plupart de nos pays à une situation quasiment de faillite agricole. Maintenant, sur le plan des ressources fiscales, le programme de l'APE pour le développement communément appelé PAPED compte parmi ses objectifs le renforcement de l'intégration régionale, c'est vrai, et l'accroissement de la compétitivité des économies de l'Afrique de l'Ouest. L'UE s'est engagée également à apporter des ressources financières pour la couverture de l'impact fiscal relatif à la période de démantèlement. Mais les pertes au titre des recettes douanières, qui jouent un rôle éminemment important dans la formation de nos budgets, vont au-delà des prévisions du PAPED. Selon plusieurs études,
les pertes cumulées au bout de la 15e année d'ouverture sont estimées à près de 2 milliards. Ce montant est bien supérieur de 43,9% aux 1,3 milliard d'euros d'aide annuelle promise par l'Union européenne au titre du PAPED, doté de 6 milliards et demi d'euros pour les 5 ans. La loi de douane sur les importations d'origine européenne entraînera inévitablement une perte considérable de recettes pour les États. La libéralisation du marché ouest africain va produire une grande réduction des recettes douanières. Sur le plan industriel, comme je l'indiquais tout à l'heure, l'ouverture aux produits européens risque d'avoir également des conséquences négatives dans le secteur industriel. C'est également le cas dans bien d'autres secteurs, notamment celui des services. Maintenant, quelles pourraient être les incidences des APE sur la migration? Il s'agira ici de démontrer en quoi l'APE peut contribuer à une aggravation de la migration. Les causes des migrations sont multiples. Elles sont d'ordre politique, économique, social, culturel, etc. En effet, de plus en plus d'hommes et de femmes quittent leur patrie dans l'espoir de trouver ailleurs de meilleures conditions de vie. Et les États jouissent d'un niveau et se fixent comme destination les États jouissant d'un niveau et d'une qualité de vie élevée pour leur permettre de résoudre un certain nombre de questions vitales. La non-intégration de la question, maintenant, à cela s'ajoute la non-intégration de la question de la migration dans l'APE. L'un des paradoxes de cet accord, c'est que c'est un accord exclusif sur les aspects économiques et commerciaux. L'Union européenne nous dit, mettons en place une zone de libre-échange. Ça veut dire que vos marchandises, vos produits et vos services peuvent librement entrer dans nos frontières, mais vos enfants, vos épouses et vous-même, vous n'avez pas le droit d'entrer dans nos frontières à chaque fois que vous le souhaitez. C'est pourquoi l'accord de partenariat économique, APE, est complètement muet, exclut clairement la question de la migration. Donc je crois que c'est un premier défi que nos autorités en charge des négociations devront prendre en charge justement pour aboutir à une situation gagnant-gagnant. Ensuite, il y a une sorte de conditionnalité migratoire qui est insérée sur les accords commerciaux avec l'UE, de l'UE avec les pays du continent africain. La signature des accords commerciaux et des concessions d'aide économique est subordonnée à l'application de bonnes pratiques dans le champ migratoire. Cela constitue un moyen de pression pour forcer les pays ACP à accepter la réadmission des migrants présents informellement en Europe. C'est le cas, je crois, quand on l'évoquait tout à l'heure avec le président Doudou Wade, pour la plupart des jeunes Africains qui sont en Libye, un peu partout dans le monde, l'UE met une sorte de clause qui oblige les États membres de la CEDEAO justement à aller chercher leurs enfants pour pouvoir bénéficier des possibilités d'accord qui leur sont accordées dans le cadre de cet accord, de cet APE. En outre, l'APE va accentuer le sous-développement des pays de l'Afrique subsaharienne qui devront importer la majorité des produits industriels et de consommation. Donc, ils auront besoin de coûts plus élevés, de cultures vivrières qui doivent alimenter les populations et du coup se sacrifier pour des cultures d'exportation au nom de l'impératif de développement. Or, les pays du Sud n'ont aucune prise sur la fluctuation des cours des matières premières qui sont fixées de manière unilatérale par les pays développés. Il est vrai que l'Afrique a besoin d'être aidée pour augmenter sa productivité, notamment la productivité des petits agriculteurs, développer ses propres marchés et transformer ses propres richesses qui sont considérables en matières premières. Or, le constat est que l'APE et les aides au développement vont à l'encontre des vrais besoins de l'Afrique. Ces accords et aides au développement ont plus bénéficié à l'Union européenne qu'aux pays ACP. Maintenant, on va aborder la question centrale, qui est de savoir est-ce que dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique, il est possible d'aboutir à une situation gagnant-gagnant. Il est difficile, comme je le disais tout à l'heure, de répondre à une telle interrogation,
parce que la question elle est complexe, elle est difficile. Mais d'emblée, on peut retenir le fait d'exclure la question de la migration de la plupart des clauses de l'APE est un défi assez sérieux auquel les autorités, je pense, doivent faire face. Je pense qu'il est important, dans un premier temps, la première piste que je suggère, c'est d'examiner les possibilités de réintégrer la problématique de la migration dans les négociations de mise en œuvre de l'accord. Parce que, comme le disait tout à l'heure, la migration n'est pas forcément quelque chose de mauvais pour l'Union européenne et pour l'Afrique de l'Ouest. Je pense également qu'il y a d'autres mesures qui s'imposent. Il y a lieu de simplifier les procédures administratives et lever les barrières non tarifaires qui pourraient bloquer les exportations vers l'Union européenne. Cela me paraît fondamental. Examiner les voies et moyens en vue de l'intégration de la mobilité des citoyens de la CEDEAO dans l'espace de l'Union européenne, comme je le disais tout à l'heure. Mais surtout, parachever le processus d'intégration. Ça paraît important. L'incident qui a été relevé tout à l'heure au niveau de la frontière sénégalo-guinéenne est un exemple patent. Si en 2018, les forces de sécurité en sont arrivées à une situation de violence qui tourne au malheur, malheureusement, parce que simplement des populations qui se présentent pour traverser ne disposaient pas de passe avant, ça c'est un gros problème. On demande un passe avant qui est un document douanier à un véhicule déjà présent dans l'espace. Si le véhicule est immatriculé en Guinée-Bissau, ça veut dire que c'est un véhicule qui appartient à l'espace. Donc le fait que nos différents services douaniers n'aient pas la possibilité d'échanger de données, voyez-vous, et de recouper les informations est un des obstacles majeurs, justement, à la libre circulation des personnes et des biens. Sur ce plan, je pense également qu'il y a des efforts à faire, mais l'effort auquel j'attache personnellement un prix très important, c'est celui de mettre un accent particulier sur la dimension sociale, concernant prioritairement l'emploi, les revenus, la santé, l'éducation et la culture. Je pense que l'emploi est un indicateur central de la bonne santé économique d'un pays parce qu'il constitue la passerelle entre l'économique et le social. Exclure du champ des APE des produits subventionnés qui pourraient faire une concurrence déloyale aux principaux produits locaux et sauvegarder les secteurs sensibles des économies, comme je le disais tout à l'heure. Tant que nous continuons d'importer du riz, il nous sera difficile de réaliser la sécurité alimentaire de nos pays. Tant que nous continuons d'importer du lait, ce sera la même chose, etc., etc. Il y a aujourd'hui, je pense, un effort à faire en vue de protéger un certain nombre de produits considérés comme sensibles, mais susceptibles surtout de positionner nos pays dans une dynamique de croissance. Apporter un avantage commercial aux pays de la CEDEAO et promouvoir la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, promouvoir l'intégration économique, comme je le disais tout à l'heure, dynamiser les économies de la CEDEAO et surtout améliorer considérablement l'environnement des affaires et renforcer les capacités du secteur privé. Je pense que c'est important. La question tout à l'heure du président Sissoko n'était pas une question gratuite. Qui finance? En réalité, on devrait pouvoir compter sur nos propres entreprises pour relever les défis de l'emploi et du financement productif. D'abord, avant de songer à nous ouvrir à l'étranger. Mais pour y arriver, il faut que le secteur privé domestique, le secteur privé régional également, puisse être dans un climat des affaires qui soit propice et apte à lui garantir le minimum de sécurité requis. Monsieur le modérateur, Monsieur le Président, voilà les quelques propos que je voulais partager avec cette auguste assemblée suite à la thématique qui m'a été proposée d'examiner. Merci. Merci, Monsieur Ndiaye. Je crois que vous nous avez fait un exposé très exhaustif sur
sur les APE et sur l'incidence qu'ils ont sur la migration. Je pense que nous verrons tout à l'heure dans les détails et avec les interventions de la salle que c'est un élément très important dans nos échanges avec l'Union européenne. Je voudrais saluer, si vous me le permettez au passage, la présence de Madame Ndiaye, qui est une pionnière, ancienne ministre, qui est une pionnière de la gestion de l'immigration, des migrations, qui fait un travail extraordinaire dans ce domaine je dirais pour le monde entier, pas seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier. Je voudrais vraiment lui rendre un hommage vibrant en passant.